Il y a quelques semaines, dans un laboratoire du JPL en Californie, un groupe d'ingénieurs a porté une électrode en tungstène à 2800 degrés. Un plasma rougeoyant en a jailli, le premier signe de vie pour une technologie que la NASA essaye de développer depuis plus de 60 ans. Ce que l'agence spatiale vient d'allumer, c'est un propulseur magnétoplasma dynamique alimenté au lithium de 120 kW, soit plus de 25 fois la puissance du meilleur moteur ionique actuellement en vol. Une architecture qui abandonne les gaz neutres pour vaporiser un métal et l'accélérer par champ électromagnétique. L'objectif affiché, monter à 1 MW par propulseur dans les prochaines années. Une mission habitée vers Mars en demanderait 2 à 4. Le moteur commence enfin à exister, mais il lui faut une source d'énergie à la hauteur. Et là, il y aura un autre défi à relever. Aujourd'hui, on revient sur cette actualité et bien d'autres dans Dernières Nouvelles des Étoiles. Bienvenue dans DNDE, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale tous les mardis à 18h. Si je vous dis moteur électrique et lithium, normalement vous pensez aux batteries de nos voitures électriques. On va employer ici un vocabulaire similaire, mais pour un fonctionnement et des applications qui n'ont rien à voir. Dans une voiture, l'électricité fait tourner un moteur qui entraîne les roues. Dans l'espace, elle sert à autre chose, accélérer de la matière. On ionise un gaz pour créer un plasma chargé électriquement et on l'expulse à des vitesses que les moteurs chimiques ne peuvent tout simplement pas atteindre. Pas d'explosion, pas de flamme, juste des particules projetées à des dizaines de kilomètres par seconde. Le revers de la médaille, c'est la poussée. Un moteur ionique ne peut pas arracher une fusée d'une rampe de lancement. Il est incapable de soulever son propre poids dans la gravité terrestre. Ce qu'il fait, c'est pousser en continu pendant des mois voire des années en apesanteur où chaque micronewton de poussée s'accumule. La sonde Psyche, actuellement en route vers la ceinture d'astéroïdes, utilise ce type de propulsion. C'est ce qui va lui permettre de voyager à près de 200 000 km/h. Et elle consomme 90% de carburant en moins par rapport à une fusée chimique équivalente. C'est ça la promesse de la propulsion électrique. Pas la vitesse instantanée, mais l'efficacité absolue sur le long terme. Traditionnellement, les moteurs électriques fonctionnent en ionisant un gaz neutre, bien souvent le xénon. C'est ici que le nouveau moteur de la NASA présente une innovation intéressante. Le xénon a longtemps été le gaz propulseur de référence parce qu'il est chimiquement inerte, facile à stocker sous forme gazeuse et s'ionise assez simplement. Mais il a une limite fondamentale. Au-delà d'un certain seuil de puissance, il perd de sa superbe. Si on souhaite accélérer des masses importantes assez rapidement, pour un voyage martien par exemple, il faut lui appliquer une tension démentielle. Sur ce petit tableau comparatif, vous pouvez ainsi voir que le xénon, représenté par la courbe en bleu, va nécessiter une tension de 340 000 volts pour grimper à 60 000 secondes d'ISP. Là où le lithium en rouge peut faire de même avec seulement 12 000 volts. Voilà qui explique pourquoi la NASA essaye de développer des moteurs ioniques au lithium depuis les années 60, sans y parvenir. Du moins jusqu'au mois dernier. Le 24 février 2026, au JPL de Pasadena, l'équipe de James Polk a installé un prototype dans une chambre vide de 8 mètres de long, refroidi à l'eau, conçu spécifiquement pour tester des moteurs à métaux vaporisés. Une installation unique au monde. C'est ici qu'ils ont pu enfin réaliser un allumage fructueux. Leur premier essai a permis de faire grimper leur prototype jusqu'à une puissance de 120 kW. C'est énorme pour un moteur électrique spatial. Et c'est surtout une victoire technologique conséquente, attendue depuis des décennies. Un moteur au lithium qui fonctionne à forte puissance. Si cette technologie intéresse autant la NASA, c'est parce qu'elle pourrait enfin rendre viable un vieux rêve de l'exploration spatiale. Envoyer des humains vers Mars plus rapidement et avec beaucoup moins de carburant. Les moteurs chimiques, comme le Raptor de SpaceX, sont très gloutons.
C'est pourquoi les plans martiens de l'entreprise américaine nécessitent de véritables usines de production de méthane et d'oxygène installées directement sur Mars, pour pouvoir refaire le plein avant le voyage retour. Avec un moteur électrique efficace, on devrait pouvoir se passer de toute cette logistique forcément hyper coûteuse. Seulement, pour que le temps de voyage ne soit pas trop long, il faut que notre moteur électrique soit lui-même très puissant. D'où l'intérêt pour le lithium. Là où les moteurs ioniques actuels des satellites consomment quelques kilowatts seulement, une mission habitée vers Mars nécessiterait probablement plusieurs mégawatts électriques continus, soit l'équivalent de la consommation de pointe d'un village de quelques milliers d'habitants. 120 kW, c'est donc le point de départ, pas l'objectif final. L'équipe vise désormais entre 500 kW et 1 MW par propulseur d'ici la fin de la décennie. Il serait ensuite possible de mettre ces propulseurs en grappe pour obtenir une puissance totale de 2 à 4 MW. Cela permettrait de faire le voyage vers Mars, pas forcément beaucoup plus rapidement qu'avec des moteurs chimiques, mais en se débarrassant de la contrainte de la production sur Mars d'ergols pour le voyage retour, ce qui rend l'aventure beaucoup plus simple. Cependant, le défi le plus vertigineux n'est pas forcément le moteur lui-même. Pour alimenter un propulseur électrique à cette puissance, les panneaux solaires ne suffisent plus. Il faudra une source nucléaire embarquée, un réacteur dans l'espace. La NASA travaille déjà sur ce problème, mais à beaucoup plus basse puissance. Des projets comme Surface Fission Power visent à mettre au point des réacteurs de quelques dizaines de kilowatts de puissance électrique. Ça suffira pour une mission robotique de démonstration, et c'est d'ailleurs déjà prévu avec SR1 Freedom. Mais il faudra beaucoup plus puissant pour un vol habité. Ironiquement, ça me rappelle que c'est en Chine qu'un tel réacteur est en train de naître. Pékin a annoncé il y a quelques années vouloir développer un réacteur nucléaire spatial pouvant grimper à 1 MW. On est encore un peu juste pour un vol habité vers Mars, mais c'est le bon ordre de grandeur. D'ici quelques années, cela apparaîtra peut-être comme une solution plus réaliste au voyage martien que d'installer de véritables usines à méthane et oxygène sur notre voisine, comme le préconise SpaceX. Ces 2 dernières années, on vous a beaucoup parlé de data centers orbitaux. De plus en plus d'entreprises de la tech ou du spatial présentent des projets pour déployer des fermes de calcul en orbite. Ces projets ont soulevé des critiques. Il est difficile d'imaginer comment un data center déployé dans l'espace pourrait être meilleur marché que le même sur Terre. Et tout le monde se demande toujours comment il va être possible de les refroidir dans le vide. Il y a plusieurs façons de comprendre ces initiatives. Pris au pied de la lettre, ça peut être un pari gagnant si le coût de lancement diminue très fortement, tel que promis par exemple par le Starship ou la New Glenn. Dans ce cas, il peut y avoir un réel intérêt à exploiter une lumière solaire prévisible et stable. Ce n'est pas tant le data center qui a un intérêt à être en orbite que ses panneaux solaires. Les cartes de calcul se contentant de suivre ces derniers là où ils ont le meilleur rendement. Cela permet par ailleurs aux entreprises qui veulent exploiter ces infrastructures de s'extraire de la grille énergétique nationale, de ses tarifs réglementés et de ses pics de charge. Une fois un satellite de calcul lancé, il n'y a pas de fournisseur électrique à payer. Tout fonctionne en boucle fermée. Si on est un peu plus cynique, ces projets peuvent également être vus comme de belles promesses qui soutiendront des cours en bourse délirants. Certaines entreprises américaines sont des spécialistes dans cet exercice. Tesla vaut plus que tous les autres constructeurs automobiles réunis, mais c'est parce que ce n'est apparemment pas un constructeur automobile, mais une entreprise de la tech. D'ailleurs, SpaceX s'apprête à faire une entrée en bourse fracassante sur la thèse que c'est maintenant également un acteur de l'intelligence artificielle. Rien de tel que des projets pharaoniques repoussés dans le futur pour maintenir des valorisations absurdes. Si on est encore plus cynique, on peut même y voir un moyen d'extraire ces infrastructures de toute possibilité de rétribution. Si l'intelligence artificielle fait disparaître beaucoup d'emplois et crée une détresse économique majeure, cela pourrait entraîner un désordre social important. Les perdants de ce nouveau monde auront cependant bien du mal à jeter un cocktail Molotov jusqu'à 400 km d'altitude. Ce que l'on vient de dire reflète les discussions et les inquiétudes qui circulent actuellement sur la toile. On rappelle cependant que ces projets n'existent que sur le papier. Ils viennent cependant de gagner encore un peu en crédibilité. Si vous êtes un utilisateur de Claude, l'IA d'Anthropic, vous avez dû remarquer que vos limites ont augmenté ces derniers jours. Cela est dû à un accord entre l'entreprise et SpaceX, pour le moment sur Terre.
SpaceX via XAI va ainsi donner accès à son supercalculateur Colossus à Anthropic. Mais ce qui nous intéresse bien évidemment, c'est la suite. Anthropic a également annoncé qu'il souhaitait accéder aux capacités de calcul que SpaceX va déployer en orbite. Ça nous place dans un futur assez lointain, au moins quelques années, mais c'est un nouvel acteur majeur qui commence à regarder vers les étoiles. Ce qui me surprend personnellement, c'est que SpaceX avait dans un premier temps annoncé que ses capacités de calcul ne seraient pas à vendre. Il y a donc peut-être un basculement de logique chez le géant spatial du software vers le hardware. Plutôt que d'essayer de se battre à faire les meilleurs modèles, pourquoi ne pas plutôt fournir leur infrastructure? Ça fonctionne très bien pour Nvidia. Outre-Atlantique, on commence d'ailleurs à voir des essais à petite échelle. L'entreprise Kepler Communications a ainsi déployé une mini-constellation de computing orbital. 40 modules Jetson Orin d'Nvidia répartis sur 10 satellites. Alors évidemment, ça reste très mesuré comme puissance de calcul, on est bien en deçà de ce qui nous est promis par SpaceX et d'autres acteurs dans les années 2030. Dans un premier temps, ces capacités initiales vont surtout être utilisées pour traiter de la donnée qui est produite dans l'espace, par les satellites d'observation de la Terre. C'est un moyen d'appliquer un premier filtre, une première intelligence aux données brutes, pour ne renvoyer vers la Terre que ce qui est pertinent. C'est un peu la même logique qu'on observe en Chine avec la Three Body Computing Constellation. Kepler Communications s'est apparemment déjà trouvé 18 clients pour son service. C'est donc bien le signe que ses capacités intéressent et sont pertinentes. On verra si SpaceX, Anthropic, Nvidia, Google et sûrement bien d'autres parviennent à passer à l'échelle pour éventuellement délocaliser une grande partie des capacités de calcul vers l'orbite terrestre. Pour le moment, la majorité des données spatiales est encore analysée sur Terre, et c'est par exemple le cas de celle produite par James Webb, le télescope STARR de la NASA. Ce dernier vient lui aussi de réaliser un petit exploit. Il a été utilisé pour fournir la toute première analyse de la surface d'une exoplanète. Jusqu'ici, on avait eu des analyses de taille, de diamètre, de densité et de chimie d'atmosphère. Mais pour la première fois, on a des informations qui décrivent la surface d'une de ces planètes. Et comme je dis surface, vous devez comprendre qu'on ne parle pas d'une géante gazeuse, mais bien d'une planète tellurique, environ 30% plus grosse que la Terre. Elle se nomme LHS 3844b et se trouve à 50 années-lumière de notre système. Elle a été découverte en 2019 et gravite très près de son étoile, une naine rouge. Elle en fait le tour en seulement 11 heures. Elle ne semble pas avoir d'atmosphère, et c'est d'ailleurs ce qui la rend particulièrement intéressante. Sa surface peut ainsi être analysée directement. Alors bien entendu, à cette distance, il faut ruser un peu. Pour obtenir des informations sur cette surface, une équipe a observé des éclipses secondaires de la planète, le moment où elle est derrière son étoile par rapport à l'observateur, sans être encore cachée par elle. Ils ont ainsi pu mesurer le rayonnement infrarouge émis par la surface de la planète, ce qui leur a permis de conduire une analyse minéralogique comparative. Ils ont modélisé les émissions infrarouges de matériaux qu'on peut trouver sur la Terre et la Lune dans les mêmes conditions, jusqu'à trouver ce qui correspond le mieux à la signature observée. Leurs données dévoilent un monde dominé par le basalte volcanique, riche en fer et en magnésium. Deux modèles s'accordent bien avec les données. Dans l'un d'eux, la surface serait rigide et jeune, une lave fraîchement coulée, qui n'aurait pas encore connu beaucoup d'impact de météorites. Seulement, un volcanisme récent aurait dû laisser des traces de dioxyde de soufre, et James Webb n'a pas trouvé de traces de ce composé. L'autre option, c'est que la surface soit recouverte d'un régolithe de poussière fine, un peu comme la Lune. C'est le scénario privilégié. Il signifierait qu'il n'y a pas eu d'activité volcanique récente. Dans ce cas, LHS 3844b serait probablement un monde mort, justement, comme la Lune ou Mercure. C'est en tout cas une première significative dans la caractérisation des exoplanètes. Cela nous montre qu'il va devenir possible, dans certains cas, d'obtenir des indices sur la surface d'autres mondes. Une nouvelle fenêtre pour comprendre la diversité incroyable du cosmos. Ce ne sera pas possible avec toutes les exoplanètes, mais on aura peut-être un jour de belles surprises. Des mondes qu'on pensait jusqu'ici impossibles ou improbables et qui se révéleront indirectement à nous. Voilà qui nous amène au bout de cet épisode de Dernières Nouvelles des Étoiles. N'hésitez pas à partager vos questions dans les commentaires. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources. Et quant à nous, on se donne rendez-vous jeudi pour un dossier de l'espace. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.